Donc on passe de Bordeaux à Nice. J'appelle donc Suzanne Tumler qui va nous parler de l'intérêt de la sensibilisation aux expériences sensorielles atypiques en lien avec des maladies rares du neurodéveloppement, utilité et acceptabilité d'un dispositif de réalité virtuelle. 1 quart d'heure et 5 minutes de discussion. Bonjour à tous, merci beaucoup. Donc je ne vais pas forcément vous parler d'une thérapeutique ou suivi très indirect et il faudrait l'évaluer par la suite. Donc je voulais vous présenter une petite expérience niçoise concernant l'intérêt qui peut avoir la sensibilisation aux troubles sensoriels pour les prises en charge des enfants avec une maladie rare et un trouble du neurodéveloppement. Donc, je suis MSUPH en psychiatrie de l'enfant, donc au centre de référence PsyRare à Nice, dans le service du professeur Florence Askenazi, et également associée au laboratoire Coptech de l'Université Côte d'Azur. Donc, comme vous savez tous, il y a des maladies rares du neurodéveloppement, comme le syndrome des X fragiles, le syndrome de Desgeorges, du Prader-Willi, qui sont fréquemment liés aux troubles du spectre de l'autisme. Et dans les troubles du spectre de l'autisme, la grande plupart des personnes ont des troubles de la modulation sensorielle, et ça, indépendant de leur fonctionnement. Et comment on les connaît par ailleurs au mieux, c'est par les personnes avec autisme de haut niveau qui peuvent tout à fait les décrire parfaitement bien, et ça nous permet de mieux les comprendre. Il y a chez les mêmes individus des hypo- et des hypersensibilités. Et c'est un handicap invisible. Donc c'est très très gênant pour les personnes avec autisme de haut niveau. Et souvent ils les mettent en avant. C'est l'handicap numéro 1 qu'ils sont. Néanmoins, sont intégrés par exemple dans le DSM-5 juste depuis du coup 2013. Et avant, ça ne faisait pas partie des critères diagnostiques. Pour les personnes avec autisme et maladies rares et d'un niveau beaucoup plus faible, c'est souvent associé à des comportements défis et bien sûr qui peut expliquer en grande partie parfois aussi une résistance aux psychotropes. Néanmoins, les troubles sensoriels sont insuffisamment connus d'une part par les professionnels et d'autre part par les familles. Donc, comme vous êtes déjà tous experts suite aux autres présentations qu'il y a surtout eu hier, donc il y a différents sens qui sont concernés. Donc il y a les 5 sens classiques, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Mais il y a également d'autres sens qui sont concernés et tout, par exemple, tout ce qui est système vestibulaire, l'entéroception, la douleur, la proprioception, etc. Et les difficultés du filtrage et de la modulation s'expriment d'une part dans les hyposensibilités, donc les personnes ils vont plutôt présenter des recherches de sensations, et d'autre part, il y a les hypersensibilités qui vont se présenter plus dans l'évitement des stimulations et dans des réactions émotionnelles intenses. Les deux peuvent avoir la conséquence des comportements défis. Et il faut savoir aussi un individu peut tout à fait avoir des hyper et des hyposensibilités dans un même sens. Donc, ce n'est pas non plus, je suis hypersensible auditive, je ne peux pas être hyposensible également. Donc, ça, c'est la diapo en trop. Donc, l'hypothèse que nous avons fait qu'une sensibilisation des professionnels et des familles devrait amélioration l'intervention précoce et la prise en charge des troubles sensoriels, et que cette sensibilisation sera peut-être plus efficace, aura plus de sens si on expérience soi-même les troubles sensoriels, au lieu d'en avoir juste une présentation, mais d'être vraiment confronté soi-même à ces troubles. Donc on a du coup développé 2 scénarios pour l'instant en réalité virtuelle, avec des experts, d'une part, des troubles du spectre de l'autisme et d'autre part, les patients eux-mêmes. Donc, on a un scénario de 5 minutes dans une salle d'attente d'hôpital et un scénario en salle des classes. Et ce qui est vu qu'avec le stress qui augmente, par exemple, il y a une personne qui rentre, il y a une personne qui s'assoit, un téléphone qui sonne, il y a des gens qui passent, etc.
le stress augmente et les troubles sensoriels augmentent également. Et par exemple, par le simple effet, si jamais c'est trop envahissant de baisser la tête, ben le stress descend et les troubles également. Donc c'est quelque chose d'évolutif au cours du scénario. Donc bien sûr, avec la réalité virtuelle, on ne peut pas mimer tous les sens. Donc on se concentre sur l'audition et les visuels. Et dans un des scénarios, on a également intégré des petits dispositifs qu'on peut activer pour expérimenter qu'est-ce que ça peut faire sur le ressenti. Donc il y a par exemple un casque anti-bruit ou les lumières qu'on peut éteindre ou allumer les fenêtres qu'on peut fermer, etc. On a passé toujours un questionnaire spécifique qui évalue l'acceptabilité, les ressentis des différentes perturbations qu'il peut y avoir et l'expérience du coup des utilisateurs. Et on combine avec une présentation classique, donc on ne fait pas que passer les scénarios. Donc là, vous avez quelques exemples. Donc, par exemple, les contrastes quand on regarde par la fenêtre, les éblouissements qu'il peut y avoir et également la vision en tunnel qui apparaît progressivement donc dans la salle d'attente. Et ici, il y a 2 exemples pour les perturbations auditives. Donc le premier, la déformation de la voix. Oui, sans problème. Et le deuxième, vous allez avoir un bruit stressant, quelqu'un s'assoit. Et puis pareil, ce que vous avez déjà entendu, c'est l'augmentation de la respiration de la personne. Et ça, c'est du coup quelque chose de très antérieur, c'est-à-dire les personnes le ressentent de cette façon-là. Nous, de l'extérieur, on ne voit pas forcément qu'il y a la respiration qui augmente, etc., quand c'est encore minime. Oui. Donc on a maintenant quand même quasiment 200 personnes qui ont passé cette formation, ces scénarios. Donc la plupart des professionnels de santé non spécialisés dans l'autisme, également des parents et des familles. Dans l'âge, vous voyez bien, il y a également un tiers des plus jeunes, donc c'est souvent les étudiants, donc on fait le passer en systématique et quand ils viennent dans notre service. On a aussi des stagiaires psychologues, du coup, qui vont voir leurs collègues, etc. Donc c'est un dispositif qui est évalué de façon majoritaire comme très confortable, avec une immersion dans les troubles sensoriels très importante. La plupart déclarent qu'il y a qu'il y aura un impact sur la pratique auprès de ces personnes-là par la suite. Et ce qui me frappe le plus, c'est que quasiment tous ils disent c'est vraiment très utile, il faut le faire passer aux parents, aux soignants, etc. Et ça, c'est quelque chose, dès le départ, c'est sorti. Donc même ceux qui sont un peu critiques et qui disent « Ah, chez moi, ça n'a pas fait ça, etc. » L'utilité, c'est à quasi 100%. Et ça, c'est pour ça aussi, on continue à le faire, parce que le retour, du coup, sur investissement, il est très, très élevé. Donc il y a aussi des effets indésirables et mineurs, donc surtout des petites maux de tête, etc. Donc nous, on les fait de façon assise maintenant. Donc le mieux, c'est sur une chaise tournante, parce que la personne va quand même regarder toute la salle, tourner la tête, etc. Et pour ne pas l'impacter là-dedans. Donc au début, c'était aussi debout, donc ça, on a abandonné très très vite. Parce que d'être perturbé sensoriellement et la réalité virtuelle, c'est une des limites. Donc là, vous avez des résultats du questionnaire sur les différentes perturbations qu'il peut y avoir et du coup le ressenti des personnes. Donc la conclusion principale est que la réalité virtuelle est une modalité tout à fait adaptée pour sensibiliser aux troubles sensoriels, dont les troubles du spectre de l'autisme, et ça a une utilité pour 97% des participants qui le conseillent vivement de faire passer en systématique aux professionnels et familles, l'entourage, l'école, etc. Donc pour futur côté maladies rares, bien sûr, la recherche systématique des troubles sensoriels chez les personnes avec maladies rares et des signes autistiques, quelque chose de très important, et sensibiliser par la suite l'entourage familial et professionnel s'il y a un enfant qui a des signes de TSA.
Nous, dans le futur, on souhaite également évaluer l'impact de la modalité de la formation. Donc, est-ce que c'est vraiment la réalité virtuelle et est-ce que ça a vraiment un impact sur les connaissances et sur les pratiques? Parce que c'est ce qu'ils disent après la réalisation, mais on ne sait pas ce qu'on est par la suite. Donc, et également une amélioration des scénarios. Donc, par exemple, augmenter l'interaction dans les scénarios, mais aussi de pouvoir le paramétrer selon les troubles sensoriels individuels d'une personne. Donc, je vais vous montrer un extrait de 30 secondes qui montre bien l'augmentation des troubles sur le scénario. Là, vous avez juste le focus sur le coin de jeu dans la salle d'attente. Donc, en réel, vous pourriez vraiment regarder un peu tout. Et vous voyez que, par exemple, là, il y a une fenêtre et ils vont voir les personnes passer. Oui, sans problème. Tu as vu ce qui s'est passé? Ce que vous ne voyez pas, que par exemple, quand il y a des bruits, il y a aussi une vision forcée. Par exemple, à la fin, il y a les médecins qui rentrent par la porte. Du coup, l'enfant est obligé de regarder la porte n'importe où on regarde à ces moments-là. Donc, vous voyez dans le petit tunnel les médecins qui apparaissent. Donc, je pense, moi, c'est ça qui m'a frappé le plus, de s'imaginer. Je comprends pourquoi les enfants avec autisme dans ma salle d'attente, ça met un peu de temps avant qu'ils puissent venir avec moi en consultation. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je remercie aussi tous mes collaborateurs du laboratoire Coptech et des PsyRare. Également le conseil départemental qui a financé les développements des scénarios avec CEDUCARE qui du coup est l'entreprise et qui est intervenue. Et en attendant vos questions, je vous mets un petit tableau qui reprend un peu les présentations cliniques et selon les hyposensibilités, hypersensibilités, qu'est-ce qu'on peut chercher. C'est bien évidemment pas du tout exhaustive mais qui illustre bien la complexité de ce champ-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup.